L'entreprise libérée, un très grand concept de cette dernière décennie, libérée de quoi? Du management et des managers. Alors c'est une très belle idée, mais peut-être plus compliquée à mettre en œuvre. Et c'est très intéressant de voir dans ce livre, La Team, de Bénédicte Tilloy, qu'en fait, on a besoin de management. Alors, c'est un témoignage étonnant. Bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Vous avez eu des fonctions de dirigeante, puisque vous avez dirigé le Transilien à la SNCF. Vous avez été à la SNCF pendant 27 ans. Vous avez été DRH d'une business unit. À 57 ans, vous quittez la SNCF pour rejoindre une start-up que vous appelez La Team. D'ailleurs, vous en avez créé une depuis 10h32. Et dans le livre, vous découvrez avec beaucoup d'humour ce monde des start-up. Mais malgré tout, épisode 7, c'est pas grave, vous dites on a besoin de management pour grandir. Absolument, on a besoin de management. Alors que, le bouillonnement créatif, l'automanagement, c'est quand même des concepts... Qu'est-ce que vous en avez tiré? Je dois reconnaître que j'ai d'abord été très séduite par cette notion d'entreprise libérée. Je trouvais que ça avait du sens. Alors, je l'avais découverte de façon un peu théorique avant de faire mon expérience en start-up. Quand je suis arrivée dans cet incubateur, j'ai commencé par être très fascinée par l'enthousiasme, le fait que chacun savait ce qu'il avait à faire, que les gens étaient très autonome, très indépendant et que c'était formidable. Et puis je me suis rendu compte à la longue que le fait de ne pas être dirigée moi-même et de ne pas avoir finalement de manager, ça posait un certain nombre de problèmes, que ça pouvait même conduire à des dysfonctionnements majeurs et que finalement ça empêchait la boîte de grandir. Alors en fait, c'est un fonctionnement bouillonnement, brouillon, d'auto-ajustement. En fait, c'est le fait que chacun est censé en fait savoir ce qu'il a à faire, s'autodéterminer, avoir finalement ses propres objectifs. Et ça conduit à plusieurs dysfonctionnements. Premier dysfonctionnement, vous avez ceux ou celles plutôt qui vont s'épuiser jusqu'à obtenir une reconnaissance qui ne vient pas, parce qu'en fait, on ne pense pas à dire que ça va, puisque personne finalement ne s'en rend compte. Et puis de l'autre côté, l'inverse, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas de management et de personne en fait qui est capable de mesurer vos résultats, vous pouvez vous affranchir d'en avoir un certain nombre. Ça, c'est une première chose. Vous avez d'autre part des décisions qui ne sont pas prises. On sait que les managers ont parfois des responsabilités de prendre des décisions impopulaires. Personne n'a envie de se saisir de ces décisions impopulaires. Résultat, en fait, ça conduit à ce que les choses traînent, qu'on fasse faire 2 fois des choses à des gens en concurrence les uns avec les autres, que des problèmes quotidiens ne soient pas traités et gérés. Et donc, ça met le bazar et ça peut mettre assez vite une mauvaise ambiance. Et puis, ça ne fait pas grandir la boîte parce que quand on est en croissance aiguë, il y a un moment donné, il faut rythmer cette croissance avec un certain nombre de décisions, dire sur quoi on investit, décider de ne pas faire certaines choses, décider d'en faire d'autres. Et si personne ne se saisit de ça, ça ne marche pas. C'est le bazar, en fait. Et le bazar, à la longue, ça fait du mal aux gens, en plus. Alors, ça fait du mal aux gens, et puis ça nuit aussi donc, à la croissance de l'entreprise. Ça aussi, si on essaye d'avoir les 2 aspects du sujet... Ça nuit à la croissance de l'entreprise, et d'une façon qui est un peu pernicieuse aussi sur ce qu'on appelle communément la gestion des talents, parce que finalement, on s'aperçoit que pour faire grandir une entreprise, il faut préparer les gens à exercer des responsabilités qui vont devenir de plus en plus importantes. Et quand on n'a pas... quand on ne repère pas parmi les collaborateurs des gens qui ont des talents qu'on va faire fructifier, on passe à côté, on recrute éventuellement des gens qui viennent d'ailleurs, qui deviennent leurs patrons et on les frustre. Et donc, on aurait intérêt, évidemment, dans une start-up comme ailleurs, à identifier ceux et celles qui sont capables de prendre les rênes plus tard. Et ça, c'est pas fait non plus. C'est un peu la cacophonie, comme si dans un orchestre, tout le monde était homme orchestre ou femme orchestre, et puis jouer au lieu d'avoir la musique qui circule et les gens qui... C'est clairement ça, c'est-à-dire plein de petits hommes ou de petites femmes orchestres. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que je pense que
Sans doute, des fondateurs de start-up ont eu des expériences un peu malheureuses dans des entreprises où le management était tatillon, parce que je suis en train de faire, comment dire, des phrases à la gloire du management, mais on a aussi des managers qui ont laissé qui ont marqué des collaborateurs, parce qu'ils étaient tatillons, parce qu'ils ne reconnaissaient pas, qui rendaient pas, qui valorisaient pas leurs collaborateurs devant leur propre patron, en laissant croire que c'était eux qui avaient fait les choses alors que c'était leur équipe qui l'avait fait. Enfin, tout ça fait que le management n'a pas bonne presse et du coup, personne n'a envie d'être manager dans une start-up. Alors, on trouve des espèces de mots un peu pour dire que ce sont des coachs et pas des managers, mais ce qu'on dit en réalité, c'est qu'on ne crée pas les conditions pour qu'ils puissent exercer ce rôle. Résultat, il y en a certains qui peut-être auraient envie de le faire, mais qui ne se sentent pas autorisés à être des vrais managers. Oui, parce que ça serait ringard. Et d'ailleurs, vous dites le dialogue social, ce n'est pas un truc ringard, parce que vous avez été longtemps DRH, vous savez ce que c'est que le dialogue social, même si apparemment à la SNCF n'est pas toujours simple. Mais là, il y a quand même un moment du dialogue social, vous parlez d'un CSE qui se met en place, c'est pas la bonne chose quoi, pour eux, ou ils n'y voient pas... C'est-à-dire que, il n'y a pas de raison que dans une organisation, tout se passe pour le mieux tout le temps. C'est une folie que de le croire. Et donc, il y a besoin de régulation. Et cette régulation, il faut que quelqu'un s'en empare. C'est la responsabilité du patron de s'emparer de ça. Et puis ensuite, il faut que les salariés puissent être parfois défendus. Alors, moi, je n'ai pas toujours eu des expériences très heureuses de dialogue social à la SNCF. Parfois, c'était compliqué, pour ne pas dire plus. Mais j'ai été assez ravie de voir que, y compris dans une start-up, on pouvait décider de mettre en place un CSE. J'ai d'ailleurs été un peu cynique au début en me disant « Oh là là, ils vont s'apercevoir que ce genre de choses n'est pas si facile à faire ». Et j'étais plutôt ravie de voir que les gens qui s'étaient présentés pour être secrétaires de CSE étaient des jeunes collaborateurs et qui prenaient leur rôle très au sérieux. Et j'ai trouvé que c'était chouette en fait, de voir émerger un CSE, c'est-à-dire que finalement les vraies questions élémentaires que se posent les salariés étaient prises en charge et qu'elles pouvaient être portées devant des patrons qui les écoutaient. J'ai trouvé que c'était riche et que, entre guillemets, cette naïveté de nouveau dialogue social pouvait permettre de réinventer le genre. Donc oui, j'étais désolée de voir qu'il n'y avait pas de management, mais j'ai aussi été quelquefois contente de voir que des expériences comme la création d'une IRP, d'une institution représentative du personnel, pouvaient aussi être mises en place dans une start-up. Voilà, ça c'est la grandeur du management, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est du gris clair et du gris foncé, et du dosage. C'est du dosage, c'est un mélange d'exemplarité, de courage, de process, de capacité à donner un cap, d'embarquer les équipes, et puis tous les jours de réguler, de tricoter. Voilà, Merci Bénédicte. Merci Isabelle. Cet échange.